Bonjour à tous et à toutes. Lynn Lévidage et je travaille pour l'association A Réseau. On a réalisé du coup, la phase d'étude pour ce chantier de construction aux îles. Bonjour, du coup, François Herbel pour l'association AMAE. Donc, nous, on intervient sur la mise en place de deux chantiers éducatifs sur la partie dépose en vue de réemploi. Alors bonjour, alors Ethic, c'est une foncière immobilière qui a 10 ans cette année. Ça a commencé en Angleterre dans les années 98 par un activiste journaliste qui a eu une forte somme d'argent au décès de ses parents et qui, en se disant si cette somme d'argent, si je la mets dans les banques, ça va financer ce que je dénonce dans mes reportages. Il était très axé sur les dérives financières et surtout dans l'immobilier. Donc il s'est acheté un bâtiment, il l'a rénové de façon écologique pour lui. Et comme le bâtiment était plus grand, il a fait venir des copains associatifs en disant on va se partager le loyer, les charges, et le but c'est pas forcément d'être hyper riche sur l'immobilier, mais au moins de partager les valeurs ensemble. Et c'est comme ça que le modèle de Ethical Property en Angleterre est né. Donc maintenant, Ethical Property en Angleterre, ils ont une quinzaine de bâtiments qu'ils exploitent en direct et une dizaine d'autres pour d'autres structures. Et Cécile Gallo-Selva, qui a monté Ethic en France, a travaillé pendant près de 10 ans pour eux en Angleterre. Elle a dupliqué le modèle en Belgique et ils ont été contactés par des structures en France pour monter aussi des tiers-lieux. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça encore des tiers-lieux. Et du coup, elle a monté la structure à Lyon parce qu'elle est d'origine lyonnaise. Elle est revenue en France. Elle a monté Ethic. Et maintenant, Ethic, on a 6 bâtiments en France sur ce modèle-là, de bâtiments où on partage des locaux. En rez-de-chaussée, en général, on met des locaux accessibles au public. Ça peut prendre la forme d'un restaurant, d'une boutique, d'une épicerie, d'une école. Et puis on met des salles de réunion aussi pour pouvoir organiser des événements publics. Et dans les étages, on met des bureaux de tailles différentes pour des structures de 1 à 30 personnes. Donc Ethic, maintenant, on acquiert, on finance, on rénove et on exploite des lieux. Et sur le projet de Toulouse-Bellefontaine, on a fait un partenariat avec les Imaginations Fertiles qui souhaitaient s'implanter dans le quartier de Bellefontaine. Et on a récupéré ce magnifique bâtiment qui est une ancienne demeure de chasse qu'on appelle le château. Du coup, les Imaginations Fertiles, elles s'occuperont de l'animation du lieu et de le faire vivre auprès du quartier, entre autres. Je laisserai les Imaginations Fertiles faire leur présentation d'activité. Mais nous, voilà, on a fait l'acquisition du bien le 9 mars dernier et on va commencer les travaux dans les semaines qui arrivent. Alors, le rôle d'Ethic avec les Imaginations Fertiles, ça a été de venir s'occuper de la partie vraiment foncière du projet. Les Imaginations Fertiles seront vraiment le cœur d'animation et de vie du projet. Nous, on s'est occupé d'acquérir le bien, de négocier le bien avec le vendeur précédent, de voir avec une équipe de maîtrise d'œuvre, donc un architecte et des bureaux d'études, pour voir comment on peut rénover ce lieu et l'en faire un lieu vivant. On fait aussi la partie financement de tout ce projet-là, donc que ce soit l'acquisition ou la rénovation. Et là, on est en train de lancer le projet de chantier. Donc on a notre projet qui est fait. On est en train de consulter les entreprises. D'ici fin avril, les entreprises auront répondu leurs propositions pour réaliser les travaux qu'on prévoit. Et le chantier devrait démarrer entre fin mai et début juin. Alors du coup, le planning du chantier, là on consulte les entreprises. D'ici fin mars, elles devraient nous avoir répondu leurs propositions. Et elles ont 1 mois à peu près de préparation, donc on va démarrer le chantier entre mai et juin. Et si tout va bien, donc si on n'a pas de retard de chantier, etc., on va pouvoir livrer une première partie dans le château et la partie années 60 d'ici mai l'année prochaine. La partie extension, parce qu'on a une maison du gardien qui va être détruite et il va y avoir une extension en bois sur 2 étages qui va être réalisée sur cette partie qui va s'appuyer aussi sur la deuxième partie de la partie années 60. Celle-là sera terminée en septembre et une fois que ces lieux-là seront faits, on va pouvoir déménager les Imaginations Fertiles dans la partie qui sera réalisée pour pouvoir finir la partie atelier en septembre et octobre l'année prochaine.
Alors après, notre ambition quand on fait des centres, c'est de pouvoir faire des bâtiments qui soient performants. Alors on a aussi une grande volonté environnementale. Déjà notre premier grand acte là-dedans, c'est de ne pas détruire pour reconstruire, ce qui serait beaucoup plus simple dans la majorité des cas, mais une grosse perte de ressources, et ce serait quand même dommage de perdre un bâtiment comme celui-ci. Donc c'est plutôt de rénover et de réexploiter tout ce qui peut être réexploité. Après, dedans, on va tout refaire. On va isoler le bâtiment pour qu'il soit plus performant thermiquement et énergétiquement, du coup. On va changer tout ce qui est système de chauffage. On va récupérer la chaudière d'ici pour la partie atelier, mais le bâtiment principal sera chauffé par une pompe à chaleur RO, qui est un système qui est très économe en énergie, très performant. On refait toute l'électricité, on fait l'isolation des combles, on fait l'isolation des murs à l'intérieur, on change beaucoup de menuiserie. Donc au final, on aura un bâtiment qui sera beaucoup plus confortable et beaucoup plus performant au niveau consommation énergétique, sachant que le bâtiment représente beaucoup un gros impact. Et on a voulu aussi travailler sur non seulement cette façon de faire, mais aussi sur les matériaux qu'on va utiliser. On essaie de favoriser le biosourcing de matériaux, plutôt que de mettre des isolants classiques issus d'industrie pétrolière. On essaie d'y mettre des isolants biosourcés, donc ça peut être de la laine de bois, certains revêtements aussi à base de tissus recyclés ou de pâte à papier. Bien sûr, on a toujours des contraintes réglementaires qui font que on doit aussi mettre de la laine de verre à certains endroits, parce que c'est des contraintes réglementaires par rapport à des contraintes de feu. Et puis aussi, on a une grande volonté de réemployer un maximum de choses du bâtiment existant. Parce on est persuadé que plus on limite les intrants dans le chantier, plus on fera des économies et surtout on économisera beaucoup de ressources. Au-delà de tous les équipements et les matériaux qu'on pourra mettre, on a aussi voulu faire beaucoup de réemploi de matériaux. Parce qu'on est persuadé que plus on limite les intrants de matériaux neufs, plus on fera des économies sur les ressources au niveau global. On a fait appel à Arezo et Amae. Arezo qui a réalisé un diagnostic de ressources, c'est-à-dire qu'avant toute intervention, ils ont répertorié tout ce qui pourrait être réutilisable facilement, ou même moins facilement. Mais par exemple, toutes les portes sont démontées pour pouvoir être soit réutilisées, soit transformées. On est en train de démonter aussi des radiateurs en fonte pour être réutilisés directement sur le futur bâtiment ou proposés à d'autres structures. Mais on va aussi au-delà, c'est-à-dire que même les tuyaux de canalisation de chaufferie anciennes vont être réutilisés, les poutres et les tuiles du toit aussi, soit directement pour notre futur bâtiment, soit dans d'autres filières, comme avec Recyclobat, qui permettra à d'autres personnes de réutiliser des matériaux de seconde main. Et enfin, une troisième voie à ces matériaux, avant le recyclage et tout ça, c'est le détournement. C'est-à-dire que prendre une porte pour la transformer en meuble, c'est faisable. Prendre des tuyaux pour faire aussi des éléments d'aménagement du bâtiment, ça permettra aussi de leur donner une seconde vie et d'éviter de consommer des ressources neuves pour le faire. Du coup, pour rapidement présenter la structure de l'association Arezo. Arezo, elle a, si je ne dis pas de bêtises, 12 ans d'existence et elle a une grosse connaissance sur les questions autour de matériaux biosourcés et notamment de la terre. Voilà, sur le site de l'association, on peut trouver les guides des bonnes pratiques autour de la terre. Ils ont une grosse compétence et connaissance sur tout ça. On a travaillé, moi j'ai travaillé avec eux depuis le mois de septembre, pas celui-là, mais celui de l'année d'avant, pour essayer d'ouvrir un poste sur les questions de réemploi. Moi, je suis salarié de la structure depuis le mois de juin. Et je réalise aujourd'hui une mission d'AMO pour éthique et pour la SCI Toulouse B, donc l'installation des imaginations fertiles à Bellefontaine. Voilà, pour le réemploi, moi j'aimerais vous parler un peu de tous les ingrédients qui ont fait que ça a pu exister, que ça a pu arriver. Pour moi, il y a deux grands sujets. Il y a la question de l'espace-temps. Donc, on arrive ici aujourd'hui avant les travaux de construction, de démolition, ce qu'on appelle la démolition et qu'on appelle aujourd'hui déconstruction sélective. Donc, on arrive avant ce temps-là.
Et on arrive aussi dans un écosystème d'acteurs qui ont rendu ça possible. À la fois les IF qui sont porteurs du projet ici, qui ont pu aller chercher la maîtrise d'ouvrage et parler de réemploi pour faire que ça existe. Et moi, je suis intervenu à peu près à ce moment-là. On a eu des discussions avec la maîtrise d'ouvrage pour à la fois trouver le contexte économique pour réaliser la mission et trouver toutes les facettes qui nous manquaient pour constituer en fait l'équipe. Ça, c'est déjà un premier point sur l'emploi, je pense, qui est ultra pertinent. Il faut une maîtrise d'ouvrage qui soit engagée, qui soit convaincue. Ils ont répondu à un appel à projet économie circulaire de la région pour que tout ça puisse exister. Donc, c'est une phase du travail qui a été portée par la maîtrise d'ouvrage. Et moi, je suis intervenu du coup dans la suite pour réaliser le diagnostic ressources et commencer à penser à comment on pouvait à la fois déposer, donc faire l'inventaire, déposer et trouver de l'aval à toute la matière qu'on a détectée ou en tout cas sondée ici. On va regarder ce chantier de plus près. Allez. Donc, on va rentrer sur le site de Clairefonds, le chantier de déconstruction qui a commencé plus ou moins il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines maintenant. Voilà. On est ici dans l'entrée du château, peut-être qu'on se met un peu plus à la lumière. Oui. Dans ce diagnostic ressources, du coup, on a étudié, recensé en fait un certain nombre d'éléments, ce qui nous a permis aussi de commencer à réfléchir à comment on pouvait s'en servir, parce qu'il y a beaucoup de parts d'intuition en fait pour le relever. Et ensuite, il faut se poser un peu plus les ménages pour trouver des choses, des échappatoires qui sont un peu plus complexes. Donc, on avait un des gros sujets ici, c'est les radiateurs en fonte. Qu'on a repéré assez vite. Il y en a beaucoup, il y en a une cinquantaine de recensés. On a fait cet inventaire avec François François Herbert de chez Amae. Et ce qui nous a permis de commencer à se constituer, nous, notre base de référence en termes de catalogue matériaux disponibles ici et de regarder les choses comment les radiateurs, etc. 80. Donc, il fallait tout les recenser pour toutes les dimensions. C'est un travail un peu d'archivage assez précis. Et ensuite, il fallait trouver à la fois l'entreprise pour réaliser le décapage, voir avec les bureaux d'études fluides Ecosimut, Ecosimut à Toulouse, qu'ils incluent ça dans leur calcul pour la réhabilitation. Donc ça, c'est un des éléments dont on va se resservir sur site. C'était assez évident en fait de trouver cette articulation-là, mais il fallait quand même la confirmer derrière. Et ensuite, il y a plein d'autres éléments dont on n'a pas usage sur site et qui, du coup, vont trouver une utilisation future. Ça, c'est du coup grâce à Recyclobat aussi, qui ont aussi leur réseau à eux et qui peuvent trouver en fait des clients potentiels, en tout cas des personnes qui vont se réapproprier la matière. Je parle de matière, mais il y a aussi il y a de la matière brute, mais aussi des éléments. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions, vous avez écrit sur la conversation. N'hésitez pas pour les personnes qui nous ont rejoints de commencer à poser vos questions. Il y aura Mélanie qui fait partie de l'équipe des imaginations fertiles qui pourra nous les transmettre. Voilà. Ellie et Claude sont arrivés en cours de route et voilà, ils vous disent bonjour. D'accord. Bonjour. Du coup, j'ai évoqué la question des radiateurs, mais on voit ici qu'on a déposé toutes les menuiseries intérieures. C'est Amae qui l'a dit. Toutes ces menuiseries intérieures, on les a aussi bien décortiquées. On a identifié les menuiseries à plaine, les menuiseries isophanes, les vides. Voilà, donc ça, avec leurs compétences à eux, c'était assez facile, à la fois les compter et de savoir ce qu'il faut faire. On est en train d'étudier en ce moment même, donc pendant le chantier, comment on va pouvoir les faire rentrer dans les cahiers des charges de la construction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aborde de l'eau.
et voilà, qui donne beaucoup de, comment dire, on va dire, on a des difficultés supplémentaires en fait pour répondre à des normes acoustiques, etc. Donc ça demande des études voilà, en plus. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aujourd'hui? On voit l'électricité qui est apparente. On se fait aider du coup sur ce sujet-là par une autre association qui s'appelle Électriciens du Monde, qui nous apporte. Nous n'entendons pas très bien, Adriana. Il faudrait peut-être rapprocher le téléphone parce que Voilà. apparemment, on entend le son saccadé. Sur l'électricité, du coup, je disais, on se fait aider par une autre association, Électriciens du Monde, qui nous apporte leur expertise sur ces éléments-là précis. Voilà, du coup, il y a une montée en compétence aussi sur à la fois comment déposer les choses et comment qualifier ces éléments qu'on repère. Donc, ça va être les gaines, ça va être les prises électriques. On a un sujet un peu particulier sur les BES, donc les blocs autonomes d'évacuation, de sécurité. Donc, tout ce qui fait partie de la prévention incendie. Est-ce que ça va un tout petit peu mieux pour le son, juste pour vérifier avec vous? Oui, ça va un peu mieux. Il y a quelques questions. Oui, parfait. Peut-être on peut poser les questions maintenant. Oui, j'ai vu une première question d'Alexandra Vélan. Oui, voilà, Alexandra Vous pouvez nous les demande dire. est-ce que au final tout peut être réemployé? Sinon, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors oui, ça c'est une très très bonne question. En fait, avant de réaliser le diagnostic ressources, on se base sur quelque chose qui est fondamental dans les questions de réemploi, c'est le diagnostic sanitaire. En gros, il y a des diagnostics soit à la vente des bâtiments, soit avant les travaux, qui présentent les états d'amiante et de plomb, donc qui présentent en fait les matériaux pollués sur le bâtiment. Donc ça, ce sont des choses qu'on étudie en phase d'étude et ces matériaux-là sont exclus en fait de tout réemploi. En tout cas pour l'amiante. Pour le plomb, j'imagine que c'est possible. On n'a pas encore travaillé sur ces questions-là, mais il y a des traitements qui peuvent être faits. En tout cas, voilà, les matériaux pollués, on les écarte d'emblée. Parfait. Pour la deuxième question, on va commencer à marcher un tout petit peu pour aller à l'étage justement. Voilà, et comme ça, on vous montre un tout petit peu plus le bâtiment. Voilà, Du donc coup, peut-être pour les amis, on pourrait avoir la deuxième question et on répond un peu. voilà, du coup, Samy demande est-ce qu'il y a des isolants qui sont réemployables? Alors, oui, là, sur ce chantier-là, on a trouvé en fait du liège en fond plafond. Ce liège-là, en fait, il a une valeur intrinsèque assez forte. On va le réemployer certainement dans le cloisonnement. Voilà, c'est des choses qui vont à l'étude. Donc, ça va être du réemploi sur site. Pour d'autres isolants, comme la laine de verre, ce genre de choses, je pense qu'il faut voir au cas par cas. Il y a des gens qui commencent à se poser la question de comment on vient s'en servir. Donc, je sais qu'autour de Toulouse, il y a des personnes qui se posent ces questions-là. Et au niveau des entreprises qui le produisent, c'est pareil, en fait. Ils essaient de voir, alors je ne sais pas si c'est du réemploi ou de la réutilisation, mais ils commencent à regarder comment se servir de ces matériaux. Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça répondait à la question? N'hésitez pas à revenir si vous voulez plus de précision. Mélanie, tu nous fais le lien pour nous dire s'il y a d'autres questions, peut-être? Actuellement, pas d'autres questions. D'accord. J'espère que cela a répondu à vos questions. Ah, on a J'aimerais savoir c'est courant comme type de démarche dans les chantiers et est-ce qu'il y a des types de chantiers qui sont plus faciles à cette démarche-là de réemploi et quel impact sur le calendrier global du chantier en fait, Alors ça, c'est une grosse question, trouver l'espace-temps pour que ce soit réalisé. Donc là, on a eu des discussions du coup avec l'OPC qui s'occupe du chantier et avec la maîtrise. Je peux essayer de trouver justement ce calendrier, à quel moment on pouvait intervenir. C'est dans l'idéal, le mieux c'est d'avoir en fait, ces diagnostics-là, en tout cas le diagnostic ressources en phase d'APS de projet. Comme ça, ça peut rentrer dans l'économie globale et calculée de projet. Et ce que c'est une pratique courante, je pense que ça va le devenir de plus en plus. Là, il y a des lois qui sont en train d'être votées, donc qui sont en train de sortir. Normalement, ça devrait sortir au mois de juillet, justement, pour généraliser en fait les opérations de réemploi, en tout cas qu'il y ait un diagnostic
Le diagnostic aujourd'hui, comme je l'ai réalisé, il va évoluer vers un diagnostic produits, matériaux, déchets. Donc, il va falloir aussi s'occuper et prendre les outils des démolisseurs. Voilà, je pense qu'il y a un vrai travail de coordination avec toutes ces personnes-là aussi qui sont des gros acteurs de la démolition. Voilà, merci beaucoup, Anne-Marie. Aussi. Donc, voilà, vous voyez, on est sur le R+1 en fait, voilà, du bâtiment principal, sans porte. On n'a plus de porte dans ce bâtiment-là. Voilà, on ne voit pas trop le sol non plus, mais on a pas mal de matériaux aussi qui sont un peu posés un peu partout. Voilà, par exemple, voilà, nous avons un radiateur qui a juste été démonté. Donc, on rentre sur une ancienne salle de formation ici qu'on avait sur le bâtiment principal. Et donc, on va laisser la parole à François Herbel pour nous expliquer un tout petit peu, voilà, c'est quoi la mise en œuvre, comment est-ce qu'on fait ce chantier, comment est-ce qu'on s'organise, voilà. François Herbel. Pour tout le monde, nous, ce qui nous a semblé assez rapidement, c'est de se dire qu'autour de la déconstruction, il y avait plein de compétences diverses qu'il fallait mettre en œuvre. Et donc, on est parti sur l'idée qu'à partir du moment où on pouvait faire un peu de déconstruction, c'était une manière de venir découvrir un petit peu un certain nombre de métiers. Donc, précisément ici, il y a de l'électricité, il y a de la plomberie, il y a de la pose de sanitaire, il y a des réseaux de chauffage, il y a les climatiseurs, il y a les menuiseries intérieures. Donc, sur un premier chantier, plutôt ce type de corps d'état de second œuvre bâtiment principalement, mais qui permet du coup de découvrir des choses assez larges dans les différents métiers du bâtiment. Et un deuxième chantier qui va être plutôt sur couverture, charpente, menuiserie extérieure. Voilà, donc notre idée, c'est plutôt d'arriver à organiser des chantiers avec suffisamment de diversité d'apprentissage qui peuvent se faire sur chacun, et de rajouter à ça du coup des compétences plus larges transférables. On va dire par exemple sur le fait de pouvoir intervenir et déposer toute la couverture sur une partie qui va être détruite. Notre priorité dans tous les cas, c'est la sécurité. Donc la sécurité, il faut que ce soit d'abord une sécurité collective. Et c'est que si on ne peut pas mettre en place de sécurité collective qu'on doit mettre en place une sécurité individuelle. Mais donc là, une sécurité collective, ça veut dire monter un échafaudage, mettre des garde-corps du coup jusqu'à la hauteur nécessaire quand on est en train de travailler debout sur la couverture. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse une formation en interne pour monter, démonter, utiliser l'échafaudage et qu'on fasse la réception, du coup, nous aussi, pour être sûr que ça soit bien monté. Mais donc, ces compétences du coup, sur le montage, démontage d'échafaudage, elles sont transférables après sur différents corps d'État. Sur la partie électrique, on s'est rendu compte avec le partenariat qu'on a mis en place avec Électriciens du Monde que c'était plutôt une information, on va dire, interne sur tout ce qui est les risques électriques, ce qui devrait être quelque chose qui pourrait être appris par tout le monde. Voilà, mais que intervenant sur le chantier, du coup, on voit bien qu'il y a un intérêt pour les électriciens, mais aussi pour les menuisiers, aussi pour les plombiers, donc, tous ceux qui, à un moment donné, peuvent être amenés à intervenir même à côté d'installations électriques. Donc, on essaye de développer ces différents apports au-delà des métiers spécifiques sur lesquels on travaille. Du coup, on a une équipe de 10 personnes sur le chantier, 6 personnes qui vont être avec nous pendant 2 semaines et 4 encadrants. Sur les 6 personnes, du coup, on a la chance aujourd'hui d'avoir Amar et Caïs qui vont peut-être nous dire un petit mot, puisqu'on essaye plutôt d'organiser une proposition de chantier et après de voir comment est-ce que ça fait écho avec les projets où en sont les uns et les autres. C'est-à-dire que forcément, si quelqu'un est intéressé par la charpente, plutôt au deuxième chantier, si quelqu'un est plutôt intéressé par l'électricité, plutôt au premier chantier. Et on essaye dans l'organisation même, dans le travail, de constituer plutôt des binômes qui ont plutôt un intérêt sur telle thématique. François, comment ça se passe, le recrutement de cette équipe? Comment est-ce que tu trouves les personnes pour venir travailler sur le chantier et se former en même temps? Alors, on n'est pas sur le recrutement parce qu'on n'est pas sur du contrat de travail. On est dans un cadre spécifique qui s'appelle un chantier éducatif. Ça fait un moment qu'on travaille avec les clubs de prévention spécialisés de toute métropole pour
pour développer des chantiers éducatifs un peu particuliers qu'on appelle des chantiers de préinsertion, où l'enjeu, c'est justement de faire le lien du coup, entre rien et un travail même potentiellement dans un chantier d'insertion, soit pour venir découvrir un certain nombre de métiers, soit du coup pour venir vérifier comment est-ce que ça peut se passer du coup, sur un plan de chantier, sur un plan d'engagement. Là, du coup, on va dire que, donc, ce n'est pas nous qui décidons qui vient comme ça dans l'absolu, c'est les éducateurs et les éducatrices des clubs de prévention spécialisés qui nous adressent des candidatures. On utilise ce prétexte-là à chaque fois. On utilise tous les prétextes du chantier, mais aussi le prétexte de savoir qui va venir travailler avec nous pendant les 2 semaines pour faire un travail d'insertion plus général. Et donc, du coup, à chaque coup, il y a un entretien individuel, une présentation globale du chantier et des uns et les autres viennent y chercher, du coup, pour pouvoir du coup, faire comme un exercice du coup, d'une candidature pour un emploi ou pour une formation. Voilà, donc ça veut dire qu'avec Caïs et Amar, c'est un entretien, ça veut dire qu'on a essayé de voir du coup. Ouais, les présenter quand même. Bonjour, Voilà. Caïs et Amar. Le premier échange, en tout cas, où chacun a pu un peu ce qu'il venait chercher Le son. sur le chantier. Vous voulez dire un petit peu Mais de base, moi, j'étais venu pour chercher. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je ne sais pas si vous regardez la caméra ou pas. Oui, non, mais la caméra. Et du coup, je ne savais pas quoi faire. J'avais plus d'envie dans ma tête. Et du coup, mon éducatrice, elle m'a proposé un chantier éducatif. Et par la suite, j'ai rencontré François en entretien. Il m'a rappelé pour venir au chantier. Et ce chantier consiste à récupérer des matériaux qui vont être réemployés dans d'autres chantiers. Et on est plusieurs. On est une équipe de 10 dont 6 jeunes. Et les 6 jeunes, il y en a là aujourd'hui, on est 2 en électricité, 2 en menuiserie qui s'occupent de récupérer les portes, les dormants, les vitres, tout ça là. Et on a 2 en plomberie aussi. Ils s'occupent de récupérer les radiateurs, les lavabos, les toilettes. Et c'était un secteur d'activité que tu connaissais, hein, que tu avais déjà. Pas spécialement. Moi, j'étais déjà dans le chantier, mais j'étais en étanchéité. Ça n'a aucun rapport avec ce que je fais maintenant. Et alors, au quotidien, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu retiens de ce chantier? Enfin, c'est pas encore la fin, mais voilà, ça fait déjà un petit moment que vous êtes dessus. Donc, Non, je retiens. Non, j'ai retenu plein de choses. Même on a fait la formation 2 jours d'électricité. Et l'électricité, ça ne me plaisait pas. Et là, j'ai vu quelques petits trucs que je ne comprenais pas spécialement en classe avec les électriciens du monde. Et d'ailleurs, on en a un avec aujourd'hui. Et comment? Ah ouais, la présentation, elle a été hyper. J'ai mieux compris l'électricité qu'auparavant quand j'étais enfant. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir toujours rattacher des connaissances, des compétences à un domaine d'intervention spécifique. Faire le lien entre une partie qui peut être très théorique et là, du coup, quand on a le chantier directement, de savoir du coup à quoi ça fait référence. À Marc, je connaissais un des 3 métiers également. Et j'ai un peu la menuiserie, la plomberie, l'électricité. Mais surtout, en vrai, c'est grâce au chantier que je peux m'intéresser à l'électricité. Donc, voilà. Une belle découverte. Franchement, c'est une belle découverte. qu'est-ce que tu fais en électricité exactement? Il y a quelques questions. Oui, on finit, on passe aux questions. D'accord. Merci Mélanie. En électricité, on a eu une petite formation de jour où on a pu apprendre plusieurs choses. Là, déjà, la sécurité, c'est très important. Et, puis, on a appris à monter, des prises, tout ça. Un peu. On a appris aussi
l'électricité, on a mis BAT. voilà, quoi. Ah. Vérification, absence de tension. C'est important de travailler sans On a tension. pris le papier aussi, voilà. Donc voilà, dans tous les cas, ça permet d'avoir Ah, non, mais- une organisation même des interventions qui soit bien calée sur le fait que d'abord, une consultation électrique, elle n'est pas totale, elle est partielle. Donc, on parle du tableau pour être sûr que les éléments qu'on touche après ne sont pas adéquats. Voilà, bon, merci beaucoup voilà, pour votre témoignage, voilà. Si vous voulez rester, hein, voilà. Il y a quelques questions, Mélanie, peut-être tu peux nous dire plus ou moins combien de questions pour voir un peu plus ou moins combien de temps on peut dédier un peu à chaque question et voilà. Il y a 3 questions actuellement. Ok, bon, bah, c'est parfait. Donc, ouais, vas-y, tu peux nous lancer les questions. Alors, je commence avec la question de Sylvain. Il a demandé est-ce que les normes de construction, en particulier dans le neuf, peuvent être un frein pour le réemploi? Donc, c'est un réseau apparemment qui répond. Ah, d'accord. Alors justement, on est en train d'étudier sur les cloisons, comment on peut se resservir qu'on a récupéré ici. Et ça pose pas mal de questions. Mais ça nous oblige aussi à réfléchir à comment on peut du coup contourner ces questions, ou en tout cas y répondre de manière non pas sur des certifications de produits, mais sur comment dire, des mesures à l'usage. Ici, on est bien dans un chantier de maîtrise d'ouvrage privé. Donc, ce qui compte, ça va être la satisfaction du client. On a la chance d'avoir du coup ce client dans notre équipe et avec qui on peut partager des choses. Donc, on lui soumet aussi des propositions. Donc, en gros, nous, on va essayer de formaliser, en tout cas de faire des propositions techniques qui répondent au maximum aux exigences et des normes. Et ce qui va faire foi, en fait, ça va être le résultat. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, on s'affranchit un peu de la partie administrative. On s'intéresse plutôt à la mise en œuvre et au côté pratique et à l'usage de ce qui est remis en œuvre. Voilà, ça, c'est pour des choses assez spécifiques. Par exemple, sur des points, là, j'évoquais les blocs autonomes d'évacuation de sécurité. Donc, ça, c'est un équipement qui est beaucoup plus sensible. Donc, je pense qu'il faut mettre en place une traçabilité, voir si ces éléments-là fonctionnent, où est-ce qu'ils étaient posés, etc., qu'ils soient bien mis de côté pour plus tard. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on étudie. Bon, en gros, il y a 2 questions. Il y a une première question, du coup, c'est que la filière économie circulaire du BTP, en fait, c'est plein de micro-filières. Et donc, pour chaque corps d'État, du coup, il faut pouvoir vérifier est-ce que c'est encore aux normes. Typiquement, sur l'électricité, on a un tableau avec des différentiels de 300 mA, alors que maintenant, il en faut de 30 mA. Donc, voilà, il y a une règle, il faut juste qu'on l'applique. Ça peut être ça du coup, sur plein d'éléments. Il y a une limite du coup aujourd'hui qui est encore un peu compliquée, c'est le fait de pouvoir utiliser du réemploi sur la structure. Du coup, parce que du coup, on sent bien que tout est en train de bouger, que les questions d'assurance aussi mettent un peu de temps du coup à pouvoir intégrer cette nouvelle donnée. Et donc, du coup, voilà, il y a encore quelques questions du coup, qui vont être travaillées encore pendant un petit moment. L'intérêt après, c'est quand même que la diversité de ce qu'on peut récupérer et de ce qu'on peut imaginer en termes de mise en œuvre du coup, permet après d'imaginer plein de filières aval spécifiques. Ça peut quand même, il parle de l'enjeu de faire des cloisons performantes en termes d'isolation acoustique avec du réemploi. Voilà, chaque sujet va demander à travailler, à venir étoffer du coup, pourquoi on fait tel ou tel choix constructif, jusqu'où on va faire des tests, soit en laboratoire, soit des tests de situation, du coup, mais il y a besoin de venir vérifier tout ça. Si dans tous les cas, un matériau n'est pas utilisé dans une certaine fonction du coup, pour une remise en œuvre de ce matériau de réemploi, on peut toujours imaginer dans tous les cas autre chose. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt de la partie émergente aujourd'hui de la filière. En termes d'aval, on va avoir du mal sur tout ce qui est clos et couvert. Donc, en gros, tout ce qui fait l'enveloppe du bâtiment, ça va être assez difficile à réemployer tel quel. C'est-à-dire qu'un bois de charpente, le remettre en charpente, ça reste délicat, en tout cas dans des projets publics, quoi.
Et il faut trouver à la fois des artisans qui ont les connaissances, qui savent qu'ils peuvent reposer tel bois et tel bois, donc ça pose énormément de questions. Et au niveau des assurances, oui, ça devrait changer au mois de juillet. Il y a des lois qui vont être ratifiées. Et du coup, avec ça, les assureurs vont devoir s'aligner en fait, à ces nouvelles directives. Donc, j'imagine que dans un avenir très, très proche, voilà, tous ces freins-là vont être levés. Parfait. Bon, ben, j'espère que ça a répondu à la question. Est-ce que tu pourrais nous transmettre, Mélanie, les deux autres questions? Ou peut-être il y en a plus. Mais Alors, super, merci pour la réponse. Voilà. oui, Sylvain vous remercie beaucoup pour votre réponse. Du coup, il y a une question, enfin 2 questions d'Alexandra. Alexandra demande, est-ce que les commanditaires ont prévu de réaliser une évaluation de l'impact de ce chantier? Et ensuite, elle demande, est-ce que les dimensions écologiques, sociales, environnementales sont intéressantes à valoriser et à communiquer, en plus avec celles des diversités d'acteurs qui interviennent et se coordonnent. Et elle demande, qui coordonne toutes ces interventions. Voilà, c'est un peu long, je ne sais pas si vous avez tout retenu, mais voilà. Non, on ira petit à petit et si jamais on a oublié des questions, n'hésitez pas à nous relancer. Pas de Beaucoup de souci. questions. Merci, Alex. Sur l'impact environnemental, du coup, je vais répondre à François sur l'impact social. L'impact environnemental, oui, il est assez énorme. On a fait une analyse de cycle de vie. Donc, en gros, un calcul post-chantier sur la dernière opération qu'on a eue. Et on a vu que, du coup, l'impact carbone, en fait, de réemploi de matériaux est juste phénoménal. En termes voilà, de réemploi intrinsèque de la matière, mais aussi sur des questions de logistique. Voilà, je pense qu'on va le proposer en fin de chantier, voir un peu quel est le bilan de carbone de l'opération. Là, François m'a téléphoné ce matin en disant rien que de conditionner en fait, le gaz des clims, ça économise des kilomètres de carburant. Donc voilà, on est aussi comment dire, hyper sensible à faire attention à, voilà, ce qu'on dépose et comment on dépose. Je peux te laisser parler sur l'impact social. Bon, plusieurs choses. Dans tous les cas, il y a un premier niveau de réponse sur l'impact social sur la manière dont on monte le chantier en lui-même. C'est-à-dire que globalement, c'est bien parce qu'on a une démarche, on a envie de travailler avec certaines personnes qu'on ne connaît pas à la base, mais qu'on rencontre rapidement sur le chantier, ce qui fait voilà, qu'on s'adresse à des personnes qui, a priori, du coup, ne sont pas embauchées pour leur productivité au départ, en tous les cas, mais plutôt pour leur envie de découvrir, leur motivation de être là sur ce temps avec nous. Donc voilà, en termes on est plutôt sur une logique de remobilisation, du coup, dans ce cadre-là, avec des éléments plutôt objectifs et potentiellement chiffrés sur le temps de travail et sur les temps de formation plutôt en interne cette fois-ci qu'on peut mettre en place. Moi, ce qui m'intéresse plutôt après en termes de bilan social, c'est plutôt un regard clinique. C'est-à-dire que chaque personne qui participe au chantier, dans tous les cas, est différente des autres. Et donc, pour chaque personne, il y a des objectifs plutôt individualisés qui sont travaillés. C'est-à-dire que entre quelqu'un qui a plutôt du mal à être là à l'heure pour s'inscrire dans une dynamique collective, quelqu'un qui a peur d'un outil ou quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, du coup, on a vraiment des supports de travail dans tous les cas hyper différents et que c'est plutôt ce regard clinique moi, après qui m'intéresse. Donc, on ressort des choses du coup, après le chantier, voire même un petit peu de temps après, sur des questions d'accès au logement, de problématiques administratives, d'inscription d'un droit commun avec la mission locale. Voilà. Pour chacun, du coup, après, on a travaillé des objectifs spécifiques qu'on a abordés déjà sur le premier entretien et qu'on retravaille du coup au fur et à mesure, soit du coup dans des temps d'échange plus informels, soit sur des temps d'organisation aussi en équipe plus collectif, où l'objectif, c'est de venir faire que chacun soit en capacité d'expliquer ce qu'il a fait aux autres qui n'ont pas forcément vu sur la journée ce qu'il faisait. Donc, ça veut dire maîtriser la vente, ça veut dire utiliser les bons termes techniques, ça veut dire être en capacité d'organiser sa pensée entre l'explication générale et les détails
sur un deuxième ou troisième niveau. Voilà, donc c'est plus à ce niveau-là, dans tous les cas, moi, que je pense qu'il y a un intérêt à venir valoriser les choix qu'on a fait, dans tous les cas. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, j'espère, Alex, que cela a répondu à toutes ces petites questions. Sinon, n'hésite pas. On pourra le transférer aussi les questions dans un deuxième temps. Voilà. Si, Du coup, la coordination, ouais, on a la chance de pouvoir travailler en fait de manière hyper horizontale. François et moi, ça a déjà fait des ensemble pour se connaître aussi là-dedans. La maîtrise d'ouvrage joue un gros rôle là-dedans pour faciliter les échanges vers l'extérieur, donc avec des installations qui sont liées proprement au chantier et au chantier de réhabilitation par la suite. Moi, je me suis occupé vraiment de l'interface entre la maîtrise d'ouvrage et du coup l'équipe qui est venue déconstruire, avec une mission de suivi de chantier aussi. Donc, voilà, je prends un peu, je mélange un peu tout ça. Et François, il a fait l'inventaire en partie avec moi. Donc, il a vu ce qu'il y avait déjà de disponible. Ça lui a permis en fait d'organiser son chantier, toute cette phase de préparation de chantier et du coup de chantier, jusqu'à l'aval d'ailleurs. C'est aussi lui qui gère toute la logistique des camions qui rentrent et qui sortent. Voilà, donc toute cette partie-là en fait est gérée par François. Et on a bien sûr des réunions de chantier un peu pour discuter. Et on voit que dans ce genre d'opération, l'information vraiment est capitale. En tout cas, elle doit bien servir. On a la chance d'avoir des contacts assez. Oui, je fais un tout petit peu le lien peut-être sur cette phase de chantier, puisque nous, les imaginaires sur Fertile, pour ceux qui ne le savent pas, on cohabite en fait sur le bâtiment qui est juste à côté, qu'on appelle le bâtiment atelier. Donc, c'est vrai que pareil, de notre côté aussi, on fait pas mal de réunions avec la réseau MAE aussi pour pouvoir mettre tout cela en syntonie. Voilà, précis. Donc, on voulait remercier Emmanuel Courbois d'Éthique, qui n'est pas là, mais voilà, qui nous a laissé la petite vidéo au début. Voilà, François Herbel de l'association AMAE, Linley Vidal de l'association Arezo et toutes les personnes aussi qui étaient voilà, sur la pause déjeuner. Et pareil pour les jeunes aussi, voilà, qui ont voulu témoigner justement, raconter un peu leur histoire, leur expérience aussi, leur découverte aussi sur ce chantier d'insertion. À bientôt. Merci.